Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Il s'agit ici de la première vidéo d'une série de 10 vidéos qui vont décrire chaque étape de la méthode Sora. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur la première étape, la description du concept d'opération. Je vous rappelle que Drone Theory, c'est également un site de préparation pour vos examens CATS et OpenA2, mais également une chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo en espérant que vous soyez déjà abonné. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. J'en avais parlé dans la précédente vidéo, mais sachez que nous allons bientôt proposer une formation à la rédaction Sora avec Drone Theory. Si vous avez des questions sur le programme ou si vous souhaitez vous préinscrire, n'hésitez pas à me contacter par le mail qui s'affiche en description. Alors, sachez que vous avez différents supports pour tout ce qui est méthode et rédaction Sora qui sont proposés par la DGAC. Vous avez ici le guide des sacs de la Sora dans lequel vous allez retrouver les 10 différentes étapes avec une description succincte de ces différentes étapes et surtout l'attendu de la DGAC. Donc déjà, les premières informations qu'on va vous demander, ce sont des informations sur l'exploitant. Alors, de toute manière, sachez une bonne chose, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, le but du jeu, c'est d'avoir, in fine, le sésame, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation d'exploitation en catégories spécifiques. Et là, on vous demande déjà un certain nombre d'informations sur votre exploitation. Donc là, numéro d'enregistrement, nom d'exploitation, nom du dirigeant, etc., etc. Après, pour le reste, les détails concernant l'opération, c'est un peu les informations que nous allons développer dans la série des 10 épisodes sur la Sora. Alors, que nous dit le guide sur justement la description de l'opération, le concept d'opération? Alors, il faut définir la préparation de la mission, donc décrire comment la mission est préparée, quelles sources sont utilisées pour consulter les informations météorologiques et vérifier les notames. Inclure les opérations de repérage et de reconnaissance finalement préalables avant vos opérations. Objectif de la mission, donc indiquer si la nature du vol et ses différents objectifs, par exemple si c'est de la prise de vue, si c'est de l'épandage, si c'est du levage de charge, notamment. Date, plage horaire, donc préciser notamment si une partie de l'opération se déroule de nuit, au sens aéronautique du terme, on rappelle, une demi-heure après le coucher du soleil ou une demi-heure avant le lever du soleil, vous êtes sur cette période, sur la nuit aéronautique. La zone géographique, donc produire un plan précis des zones de vol d'intervention, de contingence ou de zones tampons, les buffer zones, ainsi que les contraintes environnantes, zones peuplées, aérodromes, zones de restriction, etc. Indiquer notamment les densités de population dans les zones survolées. Donc un fichier KML doit être joint ainsi qu'une vue légendée de géoportail ou d'une application similaire. Alors, pour cela, je vous invite à bien utiliser Google Earth. Google Earth, c'est un système d'information géographique, c'est un logiciel de système d'information géographique, je vais y arriver, qui est gratuit et qui vous permet d'éditer et de créer des points KML. Alors, je vais le faire rapidement dans la vidéo pour vous montrer. C'est relativement simple d'utilisation et ça vous permet de décrire une zone qui est géoréférencée en format KML, c'est le format qui est recherché ici par la DGAC. Concernant Géoportail, cela va concerner les zones de densité de personnes. Alors on va voir quelle est la couche à rajouter sur Géoportail pour pouvoir accéder à cette information. La population aérienne, donc produire une description de la situation aérienne de l'opération, par exemple un extrait de carte OACI faisant figurer les zones réglementées, dangereuses ou interdites au lieu de l'opération, ainsi que les éventuels gabarits de restrictions qui sont liés à l'arrêté espace du 3 décembre 2020. Donc ça va concerner les zones de restriction des aéroports notamment, et indiquer les conditions de pénétration pour ces aéronefs de l'espace aérien considérés. Si vous faites un protocole, par exemple, parce que c'est ce qui est marqué en dessous, le document décrit les accords et protocoles que l'exploitant a obtenus ou négociés avec les services de contrôle aérien civil ou militaire et gestionnaires de plateformes. Aérodrome en absence d'ATC et les stations, plateformes ULM, etc. dont le trafic est susceptible d'entrer en conflit avec l'opération de l'UAS. De façon synthétique, le document décrit également le partage des rôles et responsabilités entre ces acteurs et l'exploitation, d'UAS procédure, coordination, quelle méthode d'utilisation, communication vous allez avoir, si c'est une radio, le téléphone,
combien de temps avant vous appelez la tour, ce genre de choses. Bon, je vais pas tout lire, hein, mais je vais reprendre ici, hein, lorsque des mesures de surveillance tactique sont mises en œuvre, décrire la population d'aéronefs susceptibles de survoler la zone, à quelle hauteur et quelle fréquence, en lien avec la présence d'aérodromes ou d'héliports aux alentours. C'est-à-dire que si vous êtes à proximité d'un aérodrome et vous êtes à 10 km à la parallèle de la piste, ou si vous êtes à 500 mètres dans l'axe de piste, ça va pas être pareil en termes de risque, forcément. Le vol, donc la durée du vol, vitesse, hauteur, mode d'évolution, distance par rapport au télépilote, caractéristiques, si c'est hors vue, en vue, de jour, de nuit, etc. Les limitations environnementales, indiquer les limitations environnementales, vitesse de vent, température, visibilité, luminosité pouvant contraindre l'exploitation. Donc là, pour nous, on va souvent mettre une limitation en termes de vent. Si, dans l'exemple que je vais prendre juste après, hein, je vais prendre un Mavic 2 tout simplement, hein, je vais pas trop m'embêter, on va limiter à 35 km/h par exemple. Les checklists pré-vol, donc ces checklists doivent contenir des méthodes de test au sol et de systèmes de coupure indépendantes si, par exemple, cela existe. Décrire les procédures normales et de secours et d'urgence. Donc là, vous avez, comme à l'époque, hein, pour tout ce qui était réglementation française, décrire les procédures lorsque vous faites une opération, de façon normale, les procédures quand ça commence, voilà, un peu à ne plus être conforme, donc tout ce qui est procédure de secours, et à la fin les procédures d'urgence, si vraiment vous perdez le contrôle de votre appareil, donc qu'est-ce qu'on fait pour amener un crash qui est contrôlé, procédure d'urgence. Et le contact, donc les prises de contact effectuées avant le gestionnaire des espaces aériens concernés, les politiques de communication avec ceci, mais ça reprend un peu ce qu'on a vu précédemment. Donc une fois qu'on a décrit l'opération, on va décrire l'aéronef, donc là savoir si c'est un type de voilure, hein, voilure fixe, voilure tournante, les dimensions, les motorisations, les masses. Alors à chaque fois, hein, pour chaque on va dire sous-titre, vous avez ici un petit paragraphe pour bien vous expliquer hein, à quoi ça va servir et qu'est-ce qu'on recherche systématiquement. Schéma photographie décrivant les éléments de la cellule, énergie utilisée et autonome, masse et description de la charge utile, station sol, logiciel, fréquence utilisée, les outils de localisation utilisés également, et voilà. En termes de sécurité maintenant pour le concept d'opération, donc décrire des fonctions de sécurité de l'aéronef, RTH, système d'interruption de vol, qui suivent détection de la perte de liaison, géocage, différentes alertes destinées aux pilotes, buzzer provenant des tiers en cas de chute, etc., etc. Comment vous sécurisez la zone d'opération, les procédures d'urgence en cas de dysfonctionnement, la détermination de la cinématique de chute, par exemple avec un parachute, hein, comment va se passer le déclenchement du parachute, s'il y a du vent, comment va descendre le drone sous parachute, sous voile, et à quelle distance il va aller avec la hauteur maximale d'opération, par exemple. Et tout ça, visualisation des zones d'évolution, de contingence et d'urgence, et du buffer grâce à un fichier KML. D'où, encore une fois, l'utilisation de Google Earth. Donc voilà, nous venons en fait de décrire l'ensemble des informations que nous devons mettre dans le concept d'opération. Alors je vous rassure, hein, il est possible un peu de synthétiser ce type d'informations car on l'a vu, il y a certains sous-titres qui vont rechercher les mêmes informations dans, par exemple, dans l'exploitant ou dans la partie sécurité. Donc là, il y a moyen de faire des associations. Alors, pour l'exemple des 10 épisodes que vous allez voir, je vais tout simplement prendre quelque chose qui a déjà existé pour que vous puissiez voir étape par étape comment refaire une opération dite réglementation française scénario 2 hors vue, puisque 1 km, avec un drone de l'époque, de la réglementation française, c'est-à-dire un bon vieux DJI Mavic 2. Donc pour ça, j'ai décrit ici sur l'étape 1 mon concept d'opération, donc le drone, je l'ai dit, un bon vieux Mavic 2, et je vais mettre, alors, avec un kit S2. Donc c'est le kit de coupure indépendante en fait. On va voir, hein, ça a quand même une grosse incidence sur une des prochaines étapes. Dans la description de la distance maximum par rapport au télépilote, j'ai mis 1 mètre. La hauteur, 120 mètres.
Le télépilote, en termes de formation, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir un CATS avec une formation pratique STS 02. Concernant les espaces aériens, donc ils peuvent être contrôlés ou non contrôlés, CDE. Et quand je vais mettre, si c'est des espaces aériens contrôlés, je vais mettre protocole obligatoire avec appel à la tour. La distance par rapport aux aéroports, donc hors volume à proximité d'un aéroport. Donc là, si je dois le décrire exactement, je prendrais tout simplement les pyramides inversées qu'on peut retrouver encore sur les guides de l'époque, les guides drone DGAC dans la catégorie spécifique. Alors, on a aujourd'hui, hein, mais qui reprennent finalement ceux du S2. Je reprendrai tout simplement celui-ci et je les mettrai dans mon document. Euh, donc c'est soit pour les aéroports, les aérodromes ou les stations ou les pistes du LM. Et au-delà, comme je l'ai marqué, des distances à l'axe ou des distances au centre, les DA et DC. Alors concernant la zone au sol, là on va aller rechercher une densité de population. Alors comme je le disais, nous allons sur le site de Géoportail et à partir de là nous pouvons afficher les différentes cartes pour trouver les densités sol. Donc là, je sais pas, on va mettre une commune, peu importe laquelle d'ailleurs, une commune où il n'y a pas d'aérodrome ni quoi que ce soit. Allez, au hasard, mettre hôtel. Ah si, il y a un aérodrome, pardon, hôtel. Mais en gros, c'est un endroit dans les champs. Pour euh, pour résumer, pour en tout cas mon exemple, ça va faciliter beaucoup de choses. Bon, pour ceux qui connaissent les chaumont porcien, voilà. On va aller ici. Et on va se mettre, on va essayer de trouver la commune, comme ça va nous permettre de nous donner un point défini, et on va se mettre dans le sud de la commune, voilà, pour faire une mission hors vue, BVLOS avec un Mavic 2. Je vais prendre les outils de mesure, et je vais regarder si ici, par exemple, j'ai mon kilomètre. Wow, j'ai pas fait exprès. Parfait. Donc là, j'ai trouvé ma zone d'évolution pour l'écriture de ma SORA et de mon autorisation d'exploitation générique. Et je vais utiliser du coup la couche densité de population, donc économie et statique, démographie, densité de population. Et là, vous avez votre densité de population au sol. Là, si on clique sur un carreau, en fait, hein, le carreau, ça signifie 1 km carré. Et là, on peut voir que dans ce carreau, vous avez 25 km carrés. Alors, concernant la légende de cette couche, alors à partir du moment où vous avez ici quelque chose, ça veut dire que vous avez des habitants. Donc là, dans la zone que j'ai choisie, on est en dehors d'un carré, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitants. Et vous avez ici la légende, donc là je ne suis presque que sur des carrés où il y a entre 25 et 800 habitants. Et après, ici, vous avez entre 800 ou 2600 habitants. Voilà. Donc là, je vais garder ici ma zone d'évolution. Donc voilà, dans la distance au sol, je peux mettre du coup ma zone non peuplée. La vitesse d'évolution, je l'ai limitée à 5 mètres par seconde. Ici, le poids de l'appareil, j'ai pris finalement le poids que j'ai retrouvé sur le site de DJI, c'est-à-dire 905 grammes, avec les dimensions des pliés qui sont, voilà, comme ceci, hein, j'ai repris ceux de DJI. Il y a deux distances également à calculer. La première, c'est la distance de la zone de contingence et la distance de la zone tampon.
Alors, quelles sont ces différentes distances? Déjà, la première chose à savoir, c'est déterminer la zone de vol, la fly géographie. Donc, je vais reprendre ici ma zone. Alors, je vais essayer de pouvoir la dessiner, parce qu'on peut faire, par exemple, un outil mesure, mesurer une surface. Tac, tac. Voilà. J'ai dit de faire ce champ, par exemple. Voilà. Donc, là, j'ai déterminé ma zone de vol, ici, en vert. Et à partir de là, je vais pouvoir également déterminer ma zone de contingence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone de contingence? Alors, cette zone de contingence, c'est celle-ci. Hop. Donc déjà, on va déterminer ici la zone, la géographie de vol. Donc là, sur mon exemple, je l'ai dessiné, hein, c'est cette géographie de vol. Sortie de cette géographie de vol, vous avez ce qu'on appelle la zone de contingence. La zone de contingence est celle dans laquelle vous allez pouvoir faire des procédures d'intervention, souvent des procédures pour pouvoir récupérer la situation si par exemple votre drone il est sorti pour X ou Y raison de la géographie de vol. Par exemple, si vous êtes ici, le but du jeu ce sera peut-être de faire un retour to home ou visuellement de le récupérer avec la carte par exemple, ou toute autre procédure d'intervention. Sortie de cette zone de contingence, vous avez ce qu'on appelle la zone tampon, la Ground Buffer Risk. Et celle-ci, elle est soit à calculer, donc là à calculer avec une formule balistique, vous êtes sur la hauteur maximum d'exploitation, dans mon exemple c'est 120 mètres, à une vitesse maximum d'exploitation, dans mon exemple c'est 5 mètres par seconde, et à partir de là, vous pouvez calculer celle-ci, donc ça va faire une chute balistique, hein, savoir si je coupe les moteurs ici avec mon système d'interruption de vol indépendant, le drone, il va tomber d'ici, il va arriver à telle distance de ma zone de contingence. Donc là, hein, c'est ce qu'on appelle la zone tampon. Et comme je disais, il y a deux méthodes pour la calculer. On va zoomer ici. Hop. Soit vous prenez tout simplement la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que dans mon exemple, c'est 120 mètres de haut. Donc je vais reporter ici 120 mètres. Ou vous faites le calcul balistique. Et là, c'est un calcul à effectuer et ça va vous donner une distance de zone tampon. Donc là, moi, enfin, pour la distance de zone tampon, je vais partir du 1 pour 1. Et la zone de contingence, bon, ça, c'est à vous de le déterminer en fait, hein, il n'y a pas de calcul particulier. Et moi, je vais mettre 50 mètres. Donc là, voilà, nous avons réalisé la première étape de notre SORA, c'est-à-dire la description de l'opération. Donc comme on l'a vu, hein, il y a pas mal d'autres informations à mettre, mais je vais pas rentrer trop dans le détail, ce serait beaucoup trop volumineux. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur la rédaction, la méthodologie SORA, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse mail que vous voyez en description et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pourquoi pas hein, vous proposer l'information que nous allons bientôt sortir avec Draw Theory. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.